Est-ce qu'il y a des opportunités d'investissement dans les mid-cap françaises? C'est ce qu'on va continuer de regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On continue notre revue de la bourse française. Donc, on s'était arrêté à Robertet dans la dernière vidéo. On va continuer avec Ipsos, Métropole Télévisions, Constellium, OVH Group, Eutelsat, Clariane, Wavestone. Caisse régionale, c'est pas très intéressant, on va pas la mettre. Eramet, Soitec, Planisware, Ubisoft. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Donc ici, on a le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, capitalisation boursière en dollars US, on l'a pas en euros ici, dans cet écran. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût free cash flow. Multiple de valorisation par rapport aux actifs tangibles, on va pas forcément l'utiliser ici, il y a peut-être une décote sur Soitec, enfin en tout cas on met sur la valeur. On va regarder ça, il y a aussi Eutelsat. Allez, on va regarder ça après. Donc, rendement des capitaux investis pour les sociétés plutôt industrielles. Rendement des fonds propres pour les financières, mais il n'y en a pas ici, donc on va le mettre de côté. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA. Rendement de dividendes, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier que le payout ratio est bien à ce niveau-là. C'est-à-dire que le payout ratio, c'est le montant de bénéfice net, la proportion de bénéfice net versé en dividende. Mais il faut se rappeler que ce sont les free cash flow qui payent le dividende. Donc, il faut bien valider ces deux chiffres qui soient cohérents l'un avec l'autre. Allez, première entreprise de la liste, c'est Ipsos. Donc, c'est le numéro 1 français, je pense, en tout cas le numéro 1 côté français, des enquêtes, des sondages, du marketing également, des études de panel, etc. Donc, c'est plutôt une entreprise asset light. Là, c'est plutôt du savoir-faire, de la donnée, de l'intelligence humaine. On est sur quasiment 2 milliards de dollars de market cap. Quand même une bonne croissance, 5,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est de la croissance externe surtout, il n'y a pas énormément de croissance organique, donc ils rachètent des petits cabinets dans le monde, et ça c'est bien. Pour le service, c'est comme ça qu'on fait de la croissance. Le marché ne met pas des gros multiples sur cette entreprise. 6 en BE sur EBITDA, 9 en PE et 7 en price to free cash flow. C'est pas très cher. Normalement, les capitaux investis à 11,4%. Bon, c'est pas intensif en capital, donc on doit avoir une bonne rentabilité. On va dire que ici c'est convenable. 1,2 fois les EBITDA en dette nette, donc pas beaucoup de dettes à signaler, ça monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions. 4,8% de rendement du dividende, qui est intéressant à ce niveau. 211 millions de dollars de bénéfices net contre 263 de free cash flow, donc le payout ratio est soutenable, sans problème. Donc Ipsos, c'est un dossier qui est dans le fonds France d'indépendance AM, parce que c'est value en fait, c'est complètement value. Après, il n'y a pas d'actif tangible évidemment pour servir d'amortisseur en cas de problème, mais on est quand même très décoté. Donc moi j'aime bien ce petit dossier. OVH Group, on est dans la thématique de cloud souverain. Mais ça ne fonctionne pas terriblement pour l'instant. Donc OVH, c'est 1,9 milliard de market cap. Donc c'est coté seulement depuis moins de 5 ans. Donc on n'a pas encore le chiffre de croissance en rythme annualisé sur 5 ans. La croissance est raisonnable de mémoire, mais plutôt quand même assez élevée. 10 en VE sur EBITDA. Il n'y a pas de bénéfice, donc le multiple il est hyper élevé, 170 en termes de price earning, 45 en termes de price to free cash flow, donc c'est pareil, les free cash flow sont plutôt bas. Bon, c'est pas value pour autant, en VE sur EBITDA on est à 10. Pour une société de croissance, c'est normal. En revanche, pas beaucoup de rentabilité à signaler. Normal pour une société de croissance qui est dans un marché quand même très concurrentiel, donc on n'a pas une énorme part de marché, donc la rentabilité est plutôt faible. 3,2 fois les EBITDA en dette nette. Peut-être qu'il faut retraiter les éventuels loyers qui sont inclus dans cette dette nette, parce que le loyer, c'est plutôt une dépense opérationnelle. Bon, ça fait pas rêver. Moi, je trouve les multiples les ratios et les métriques de OVH me font pas rêver. Je trouve que c'est plutôt une boîte à mettre de côté, attendre que ça s'améliore un petit peu. Pour l'instant, c'est pas incroyable. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. La prochaine entreprise de la liste, c'est Métropole Télévisions. On est sur M6. Ça doit être la deuxième chaîne de télévision française. En tout cas, c'est la deuxième côté, derrière TF1. C'est à peu près le même profil que TF1, c'est-à-dire stagnation du chiffre d'affaires, il n'y a rien de fantastique. 1,9 milliard de market cap, 6 en VE sur EBITDA, 11 en PE, 9 en price to free cash flow. Bon, là, c'est plutôt les free cash flow qu'il faut regarder pour cette entreprise qui est mature, qui n'a plus besoin d'injecter beaucoup de cash dans faire de la dépense en capital pour alimenter la croissance. Donc, on est value sur Métropole Télévisions, c'est pas très cher. 11% de rendement des capitaux investis, ce qui est une bonne rentabilité. On est cash net, 9,7% de rendement des dividendes. Alors attention que c'est un peu élevé par rapport aux bénéfices. En revanche, par rapport au free cash flow, ça va. On est en dessous de 100%, donc on peut verser ce niveau de dividende. Ça reste quand même élevé. Donc là, ils peuvent aussi puiser dans la trésorerie pour verser de dividendes. On ne peut pas s'attendre à ce que ça reste à ce niveau-là
tout le temps, hein. Moi, je pense qu'un niveau soutenable pour Métropole Télévision, ça va être 6,5, 7%. 9,7 comme ça, je pense que c'est un peu élevé. Bon, ça peut être intéressant pour un rentier quand même, hein. C'est pas très volatile comme action. Et même pour investisseur value, ça peut être intéressant, mais dans ce cas-là, il faut réinvestir les dividendes dans l'action. On continue avec Constellium, qui est un spécialiste du recyclage dans l'aluminium. Alors c'est plutôt une boîte, c'est pas une boîte française, c'est une boîte franco. Alors c'est une boîte française qui est cotée aux États-Unis et en Suisse, de mémoire. 1,9 milliard de dollars de market cap, 4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 7 en VE sur EBITDA, c'est pas très cher. Attention qu'il n'y a pas de bénéfices et il n'y a pas de free cash flow. Donc à ce niveau-là, plutôt méfiance, 7% de rendement des capitaux investis. Donc il y a quand même du résultat opérationnel. C'est je pense que c'est pas si mal, hein, pour l'industrie d'avoir du 7%. 2,9 fois l'EBITDA en dette nette, méfiance. Donc, bon, je pense que cette entreprise, il vaut mieux la mettre de côté, attendre que les chiffres s'améliorent. Ensuite, Eutelsat Communication. Alors, Eutelsat, opérateur de satellite européen, ça a été un peu un jouet spéculatif pour certains. Les métriques ne font pas rêver, hein. Décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Alors, 6 en VE sur EBITDA, c'est bien, mais il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de free cash flow. Il y a une décote de 30% sur actifs tangibles. Donc ça peut servir d'amortisseur. Ça peut servir d'amortisseur. Pourquoi pas? Attention, vraiment, les capitaux investis à moins de 13%, donc on fait des pertes opérationnelles. Moi, on est cash net. Alors, je crois que c'est parce qu'il y a une augmentation de capital, hein, sur Eutelsat. Donc, on peut jouer une recovery, mais c'est encore tôt, hein. Je pense qu'il vaut mieux attendre que les bénéfices reviennent ou que les free cash flow reviennent sensiblement, même si on a 30% de décote sur actifs tangibles. On peut trouver des entreprises qui ont une décote sur actifs tangibles hors financière et une rentabilité positive, hein. Donc Eutelsat, ça me semble risqué. Wavestone, on est sur une ESN, oui, mais également ils font du conseil en organisation, du conseil en management, peut-être du conseil en stratégie, ça je suis pas sûr. Mais donc ils sont assez diversifiés, c'est une belle entreprise, 1,7 milliard de dollars de market cap, 17,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a une forte croissance, plutôt par acquisition, puisque c'est du service en fait, les cabinets de conseil, donc on va plutôt racheter des cabinets pour faire de la croissance. 11 en VE sur EBITDA, 20 en PE, 18 en price to free cash flow. C'est pas très cher. Pas très cher. 11 en VE sur EBITDA, c'est une valorisation qui est raisonnable pour une entreprise qui a autant de croissance. La croissance organique, elle n'est pas aussi élevée que ça. En revanche, il faut bien séparer les deux. Mais avec de la croissance externe, ils arrivent à avoir un niveau de croissance globale qui est plutôt élevé. 13,7% de rendement des capitaux investis. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on veut sur une entreprise qui n'a pas besoin de capital, enfin, qui n'est pas capital intensif. Donc, très bonne rentabilité pour Wavestone. Cash net sur le dossier, très bien. Donc, ça leur permet de faire des acquisitions, de profiter aussi, de résister, hein. C'est le bas de cycle maintenant c'est encore les bas de cycle sur les ESN. Donc, Wavestone souffre comme les autres, mais du coup, ça donne des multiples assez bas relativement à l'historique de la compagnie, de l'entreprise. 0,8% de rendement du dividende, pas très généreux. Ça fait un payout ratio de 12,4%. Donc, ce dividende, il va largement augmenter par la suite sans problème. Wavestone, ça c'est bien pour qui aime la croissance à prix raisonnable, dossier qualitatif. Et là, c'est pas le cas du tout avec Eramet. Donc Eramet, premier problème, c'est qu'il y a l'état au capital. Deuxième problème, c'est que c'est très très cyclique. Ça opère en plus dans des zones un peu compliquées, hein, donc en Nouvelle-Calédonie. Bon, 1,7 milliard de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, 10 en VE sur EBITDA, donc c'est très cher pour une entreprise qui est en décroissance et qui a une rentabilité négative. C'est hyper spéculatif. Alors la dette, elle n'est peut-être pas à ce niveau-là, hein. Ça, il faut se traiter. Peut-être qu'il y a des loyers ou autre. Mais je pense pas qu'on soit à ce niveau-là de dette. 3% de rendement des dividendes, pas du tout soutenable. Donc Eramet, à mettre de côté, absolument. Soitec, on est dans les semi-conducteurs. Donc, ils ont bien résisté au bas de cycle. 1,6 milliard de dollars de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Plutôt élevé comme croissance. 6 en VO sur EBITDA, 16 en PE. Attention qu'il n'y a pas de free cash flow. Bon, mais ça, ils ont fait une dépense en capital importante. C'est pas très grave, ça. Si c'est conjoncturel, c'est pas un problème. On est quasiment sur les actifs tangibles. Donc, en soi, ça peut être vu comme une petite marge de sécurité. Rendement des capitaux investis à 5%. Ce qui n'est pas énorme, c'est bas de cycle. C'est pour ça qu'on n'est pas très rentable. 0,3 fois les bidas en dette nette. Donc, pas trop de dettes à signaler. C'est bien quand on est en bas de cycle et pas de dividendes versés. Bon, Soitec, en fait, ça résiste. Ça résiste bien. Donc, je pense que ça pourra rebondir avec le cycle des semi-conducteurs. Donc, intéressant à mettre en watchlist, je pense. Allez, ensuite, on est sur Planisware. Donc, c'est un logiciel de planification, 1,6 milliard de dollars de market cap. C'est coté seulement depuis 2 ans de mémoire. Donc, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais elle est forte, la croissance. 19 en VE sur EBITDA, 27 en PE, 24 en price to free cash flow. Donc, le marché valorise quand même chèrement l'entreprise et c'est parce qu'il y a de la croissance.
et qui a une bonne rentabilité. 18,6% de rendement des capitaux investis, donc ça, c'est une bonne rentabilité pour du logiciel. On s'attend à la rentabilité quand même élevée, mais là, c'est quand même très bien. Cashnet sur le dossier, 1,6% de rendement du dividende soutenable via le free cash flow et les bénéfices nets. Ça va augmenter aussi, parce qu'on n'est pas du tout à 50% de payout ratio. Bon, Planisware, c'est pour les investisseurs de croissance uniquement, parce que les multiples sont élevés. Donc, quand on fait de la croissance, il faut s'assurer de détenir l'action sur le long terme. Sinon, on s'expose à des déceptions. On termine cette revue avec Ubisoft. Donc Ubisoft, vous connaissez un peu le contexte de cette entreprise. Un management un peu à la dérive, des licences qui ne fonctionnent pas toujours. Il y a la spéculation avec Tencent qui est au capital. Bon, ils ont des licences quand même qui sont bien, et c'est uniquement un problème de management et de positionnement. Sinon, l'entreprise en soi, c'était une belle entreprise, et puis ça complètement, ça s'est planté. Avec 4 milliards de dollars de market cap, 3,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple de VE sur EBITDA, il est à 41, hyper élevé, mais c'est surtout parce que l'EBITDA est très faible. Free cash flow hyper élevé, donc là, ils font passer un max de provisions, je pense, un max de dépréciation, enfin beaucoup de dépenses non cash. Donc du coup, on se retrouve à un multiple de free cash flow hyper élevé, mais en soi, rentabilité négative, un peu de dette, et donc pas de dividende versé. Donc Ubisoft, je pense que c'est peut-être un dossier situation spéciale, c'est-à-dire qu'il faudrait regarder les licences qu'ils ont, quel serait l'intérêt pour un acheteur d'attraper ces licences en payant un certain prix. Donc c'est plus du tout un investissement en value classique là. Donc trop risqué, je pense qu'il vaut mieux se mettre à l'écart d'Ubisoft. Alors, en fonction de son profil, qu'est-ce qu'on peut prendre? Si on est value, Ipsos et M6, c'est pas mal. Si on est croissance, Wavestone, Planisware, c'est pas mal. Soitec, peut-être un peu tôt. Allez, si on est value, je pense qu'on peut prendre du Soitec quand même. Et par contre, si on est spéculateur invétéré, en Intelsat, pourquoi pas, mais alors que ça va vous exposer à des déconvenues assez fortes. Et Eramet, il n'y a même pas de résultat net, donc il n'y a pas de cash flow par résultat net, donc là, c'est en quoi se prendre des claques. Et Ubisoft, à mon avis, un peu compliqué, vu que la société est un peu en naufrage. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. C'est qu'à mettre un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.